Depuis New York aux États-Unis d'Amérique, la Merci, première radio merci, de la chers RDC sur téléspectateurs. Internet. Merci Depuis de 15 nous ans, rejoindre sans sur la voie de la arrêt. démocratie Site congolaise. www.lavdc.net Dans notre émission et 26 sur 54, www.media 26 provinces de la RDC, Suivez les 56 avec lui-même Don Kayembe, 26 directeur général provinces de de la la RDC, chaîne. 54 pays d'Afrique. Donc, John Kayembe va vous tenir en compagnie ce soir dans une émission très très intéressante. Nous vous invitons vraiment de nous suivre jusqu'à la fin. Nous allons parler du développement d'un pays et du cas particulier et de décryptage la de RDC. l'actualité de l'Afrique et de sa diaspora. Bolanda Radio, télé, la voix de la démocratie congolaise. Émission ya solo, actualité et Fanda. Fanda, radio télé, la voix de la démocratie congolaise. Panorama, tribune de la diaspora. Toujours l'icolo, Tolanda Biso Nyos, la chaîne professionnelle. Boya, 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 Bolanda Radio. Boya, 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 Bolanda Radio. Télé, la voix de la démocratie congolaise. Vous êtes vraiment en direct, la voix de la démocratie congolaise au Parlement d'Afrique. Soyez donc connectés, chers amis, pour qu'on puisse parler du développement de la RDC et par ricochet de l'Afrique. Émission qui toque, actualité qui toque, boya, 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 de la radio, boya, 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 de la radio, radio télé, la voix de la démocratie congolaise, boya, papa, boya, boya, Mama Boya, Bolanda, radio télé, la voix de la démocratie congolaise. Boya, voilà nos sites www.lavdc.net. Émission 26 sur 54, c'est-à-dire. Bien, alors c'est comme nous vous disions, chers auditeurs, merci d'être au rendez-vous. Nous allons parler aujourd'hui du développement de la RDC. Donc c'est Don Kayembe au micro depuis New York City qui va vous tenir compagnie. Bien, chers téléspectateurs de la voix de la démocratie congolaise, merci de vous être branchés très nombreux pour nous suivre dans cette émission que nous avons préparée pour vous. L'émission est intitulée Développement d'un pays, cas de développement de la RDC. Comme vous le savez, dans nos émissions que nous vous livrons chaque soir, ce sont des émissions qui sont divisées en deux. Donc, la première partie concerne ma réflexion, mon analyse personnelle en ce qui concerne la situation en République démocratique du Congo. Et en deuxième lieu, j'appelle certains de nos compatriotes qui vont intervenir au téléphone pour nous donner leur point de vue sur une ou une autre matière. Donc, je choisis un sujet au hasard et je pose des questions et développe pour nous. Ainsi, vous devez savoir qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il y a eu la rentrée parlementaire, c'est-à-dire les députés et les sénateurs sont rentrés dans leur hémicycle pour commencer à travailler. Et nous savons que la matière la plus importante à laquelle nous attendons, c'est l'installation du gouvernement qui tarde à sortir et nous espérons que ce sera pour bientôt selon ce que le président de la République nous avait proposé, que ça sera fait rapidement. Donc nous attendons que cela soit fait et que le pays puisse se relancer encore. Donc alors c'est Don Kayembe sur la voie de la démocratie congolaise Panama d'Afrique dans l'émission 26 sur 54, 26 provinces de la RDC, 54 pays de l'Afrique. Une émission qui vous vient depuis New York City avec votre serviteur de tout le temps, Don Kayembe. Alors, comme j'ai promis que je veux parler du développement aujourd'hui, alors je voudrais d'abord donner quelques éléments de en ce qui concerne la définition du développement d'un pays. Quand est-ce qu'on peut parler du développement d'un pays? Donc, c'est d'abord faire référence à la capacité de ce pays de produire. Donc, la production qui doit être suffisante pour la consommation interne. Et en ce moment-là, nous parlons de la satisfaction de besoins internes, soit PIB, produit
interne brute. Donc, quand vous produisez ces éléments bruts à vous et vous pouvez facilement partager ces ressources sans besoin d'aide extérieure, alors c'est un des indices de développement. Plus un pays a un PIB élevé, plus ce pays tend vers son développement, son autosuffisance. Mais nous savons, dans la plupart des cas, surtout les pays pauvres ou les pays en voie de développement, ils dépendent de l'aide extérieure qu'on appelle les revenus extérieurs. Donc, je vais donner un exemple terre à terre pour comprendre. La production interne brute, c'est comme dans une maison où vous avez un salaire, ou carrément vous êtes un homme d'affaires, ou vous êtes une femme d'affaires. Les bénéfices que vous générez, que vous pouvez utiliser pour la survie dans la maison. Maintenant, si votre salaire, si vos bénéfices sont moindres que les besoins de la maison, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous endetter à l'extérieur. Vous êtes un homme d'affaires, vous allez prendre de l'argent à la banque avec intérêt. Et si maintenant, les dettes que vous contractez sont plus supérieures que les besoins que vous avez besoin, que le salaire que vous avez, que les bénéfices que vous générez vous-même, alors vous avez un problème. Donc, vous vivez dans les déficits. Donc, vous êtes déficitaire, vous êtes un pauvre, puisque vous n'avez pas de moyens à votre niveau. Il en est de même avec un pays qui ne sait pas produire suffisamment pour subvenir à ses besoins, et ce pays dépend de l'aide extérieure, il est classé pays pauvre. Et le Congo était amené à ce niveau-là d'une manière artificielle, c'est-à-dire par la mauvaise volonté de ceux-là qui ont dirigé ce pays depuis longtemps. Et nous voyons que nous avons quelqu'un à ce jour qui a la volonté de faire les choses autrement. Donc, je disais qu'il ne suffit pas de produire ou d'avoir un PIB élevé, mais faut-il aussi savoir partager cette production d'une manière équitable à la population de ce pays-là. Donc nous produisons et nous tous, nous en profitons. Vous avez un papa qui a les moyens dans la maison, il n'y a qu'un groupe d'enfants qui sont privilégiés, d'autres ne le sont pas. Et quand les autres sortent, ils disent que non, mon papa est riche, on dit mais on ne voit pas ta richesse, on ne voit pas, ça ne reflète pas sur ce que vous faites là. Vous êtes malnutri, vous ne savez pas payer les études. Oh non, mon papa a de l'argent, il paie pour ce groupe de gens-là. On dit alors le papa a un problème. Donc c'est ça un pays doit savoir prendre soin de sa population. Et dans ce cas-là, quand tout le monde dans sa population aspire à une vie normale, nous parlons maintenant au développement humain. Qu'est-ce qu'un développement humain? C'est quand un peuple bénéficie des ressources de son pays en ayant accès à un logement décent, à l'eau potable, à la santé pour tous, à l'éducation pour tous et pourquoi pas à la nourriture saine. C'est à cette condition seulement que nous allons parler du développement humain. C'est-à-dire chaque personne de ce pays, chaque enfant de ce pays, chaque individu de ce pays va jouir de la production de son pays. Donc, ils sont auto-indépendants. Et quand vous avez toutes ces conditions réunies, franchement, je vous dis, les gens cesseront de s'intéresser à la politique. Les gens cesseront d'être des... Enfin, ils ne vont pas tous cesser. Hein. Donc ça, c'est un mal social où vous aurez des bandits, mais le nombre va se réduire. Prochainement, je vais parler de l'insécurité, les causes de l'insécurité dans des villes. Donc voilà que ce que je viens de définir ici, c'est exactement ce que je parle par développement d'un pays, avoir un PIB, la production interne, avoir moins de dépendance extérieure, c'est-à-dire les revenus externes, et partager d'une manière équitable les ressources du pays. C'est-à-dire donner l'occasion que chacun puisse avoir les éléments que j'ai évoqués là-bas. Qu'est-ce que cela veut dire partage équitable? Donc, ce n'est pas que tout le monde aura la même quantité. Le gouvernement va partager selon les besoins. Prenons quelqu'un qui travaillait, il ne travaille plus. Donc, il n'a pas une source de revenus. Il est plus nécessiteux que celui qui travaille qui a un salaire. Il est plus nécessiteux que celui qui travaille et qui fait ses affaires, les business. Donc, c'est-à-dire, à celui-là, on peut donner plus qu'à toi.
Donc, c'est ça le partage équitable. Nous pouvons parler de partage équitable si nous nous référons encore, par exemple, à la grandeur des populations dans chaque province. Vous avez une province qui est surpeuplée, une grande province, que je ne vais pas citer les noms ici, c'est-à-dire leurs besoins sont supérieurs aux besoins des petites provinces. Donc, on va vous donner de l'argent en fonction de vos besoins, en fonction de votre population. Donc, c'est ça le partage équitable. Alors, quand on parle du développement, ça se voit aussi selon la définition de Blanc, donc il faudrait voir les infrastructures. Infrastructures de base, je parlais des écoles, je parlais de santé, je parlais de voies de navigation, les routes et consorts. Alors, quand l'homme blanc, qu'on appelait les colons, est venu d'abord nous coloniser, ce n'était pas pour la beauté ou la grandeur du pays. Ils sont venus d'abord se servir. Se servir de quoi? De nos matières premières. Et maintenant, ces matières premières ne sont pas consommables sur place, ils veulent amener dans leur pays, d'où ils sont venus, pour développer leurs industries, pour développer leurs besoins en général. Donc, c'est ça, ils ne sont pas venus pour la beauté qu'ils ont constatée chez l'Africain, chez le Congolais. Donc, après avoir trouvé cette matière première, elle doit sortir du sol et sous-sol congolais vers la Belgique, vers l'Europe, où on en aura besoin, et pourquoi pas vers l'Amérique, avec le caoutchouc et consorts. Alors, pour évacuer ces matières premières du sol et sous-sol congolais, les colons ont créé d'abord, dans un premier temps, ils ont commencé par créer des ponts. Les ponts, puisqu'il y avait beaucoup de rivières à traverser, puisque leur direction à atteindre pour évacuer la marchandise, c'était vers les embouchures, vers des rivières, donc qui pouvaient les aider à naviguer facilement. Maintenant, quand par exemple, leur port qu'ils ont créé quelque part est séparé par des rivières, par des fleuves, il faut créer des ponts pour faciliter la traversée facile. Donc, ça dit qu'ils ont commencé d'abord, ils ont vu que le premier problème qu'ils avaient, c'était le problème de faire évacuer la marchandise, pas des sentiers qu'ils avaient, alors il fallait créer des ponts. Après les ponts, ils ont dit maintenant que nous amenons la marchandise à l'embouchure de l'océan, des fleuves et consorts. Maintenant, il faut créer des ports, puisqu'il ne fallait pas amener les histoires dans des pirogues. Ils en avaient maintenant besoin. Ils en produisaient besoin et nombreux. Ils ont trouvé trop de cette matière. Maintenant, il faut les évacuer en grande quantité. Pour les évacuer en grande quantité, il faudrait avoir des grands bateaux. Et pour avoir des grands bateaux, donc, il faut construire des ports. Ils ont créé des ports pour leur faciliter à transporter les marchandises avec des gros bateaux. Bon, les bateaux faisaient très longtemps sur la mer, sur l'océan. Alors, il fallait créer aussi des moyens un peu plus rapides. Ainsi vient le système d'avions. Quand les avions sont arrivés, il faut créer les aéroports. Donc, ils sont passés de ponts, des ports et des aéroports pour évacuer la marchandise. Et comme les routes posaient problème, puisque si la route n'est pas claire, ils ont amené la machinerie, c'est-à-dire des camions et consorts. Alors, il faut maintenant avoir de bonnes routes. C'est ainsi qu'ils ont créé encore des routes, de bonnes routes, vers la même direction pour l'évacuation de la marchandise. Et après ça, ils ont vu que le besoin a augmenté, la production a augmenté et le besoin de produire aussi a augmenté. Il fallait amener la machinerie, il fallait amener la technologie. Alors, ils ont créé maintenant le chemin de fer pour amener des histoires très lourdes et en grande quantité. Donc, le cas de la RDC. Voyez le chemin de fer que nous avons connu. Vous avez le premier chemin de fer qui quitte Lubumbashi vers Ilebo. Il y a un port là-bas. Vous quittez Lubumbashi vers Lobito en passant par Dilolo. Il y a Lobito qui est un port là-bas. Vous avez Kinshasa vers Matadi. Il y a un port là-bas. Voilà. Donc, je ne connais pas d'autres parties que je n'ai pas vécues pour savoir comment des chemins de fer sont là-bas. Mais ça sont les chemins de fer très vitaux, qui étaient très vitaux pour les Belges, pour évacuer la matière première du sol et sous-sol de la RDC. Voilà la direction qu'ils ont prise. Et quand nous nous disons, oh, les Blancs nous ont laissé ça, ils n'ont pas laissé quelque chose pour le développement de la RDC. Ils ont laissé ce dont ils avaient besoin. Et quand ils devaient partir, ils ne pouvaient pas emporter les chemins de fer avec eux. Ils ne pouvaient pas emporter les ports, les ponts avec eux.
C'est ainsi que vous êtes non, en train de blanc. Ils n'ont pas laissé pour vous aider. Ils ont laissé après s'être servis et prendre ce qu'ils cherchaient. Et en dehors de tout ça, après avoir créé ce que je viens de citer là-bas, quand maintenant il y a eu développement dans leur production, il fallait des machineries, ils ont créé des écoles. Ces écoles ont été créées sur un programme de besoins de leur cause. Ils ont créé des écoles pour former les administratifs, donc l'administration publique. Ils ont créé des écoles pour former des techniciens manœuvres, c'est-à-dire les gens qui devraient manipuler les outils ou les engins qu'ils amenaient, qui pouvaient les entretenir, qui pouvaient s'en servir, quoi. Alors, au lieu d'amener les gens de l'extérieur, de chez eux, ils ne pouvaient pas, la longue distance, c'était coûteux. Ils devraient maintenant former les gens sur place. Voilà le programme d'école que le Belge nous a laissé. Et ce programme perdure jusqu'à ces jours. En RDC, on n'a jamais revu le programme de la formation. C'est le programme laissé par le Belge. Je ne dis pas que le programme est inefficace, mais il n'est pas approprié. C'est tout. C'est tout. Le programme n'est pas approprié. Donc, puisque nous parlons de cette formation qui doit passer par l'école, alors nous disons que, je vais donner des exemples, l'école favorise le développement. Et pour atteindre un développement d'un pays, il faut passer par l'industrialisation d'un pays. L'industrialisation doit provenir de la technologie. La technologie vient de la ressource humaine. La ressource humaine doit être équipée de la matière grise. Et cette matière grise viendra d'une bonne école, d'un programme de formation approprié. Donc, vous comprenez, l'école, matière première qu'on injecte dans l'homme, qui est la ressource humaine, cette ressource humaine va utiliser cette connaissance pour industrialiser le pays. Et une fois que le pays est industrialisé, donc vous produisez localement, vous consommez localement, et par voie de conséquence, vous devenez indépendant et le pays devient développé. Voilà ce qui manque au pays. Donc, pour un développement harmonieux et durable en RDC, il faut absolument revoir le programme de formation. C'est ainsi que vous allez voir la Chine, l'Inde, le Japon et bien d'autres pays. Ils avaient envoyé beaucoup de leurs enfants aux États-Unis d'Amérique où il y avait une formation, une école basée sur l'industrialisation. La matière grise créait la ressource humaine qui doit maintenant travailler et développer l'industrie. C'est pourquoi vous verrez ici la plupart des jeunes aux États-Unis d'Amérique, quand ils se forment, une partie va travailler dans les industries, mais la plupart créent de l'emploi. La plupart créent leurs propres entreprises. Et c'est avec cet informel qu'un pays peut se développer facilement. Mais chez nous, on forme les gens pour travailler dans les industries. Nous n'avons pas d'emploi, nous n'avons pas d'emploi. Donc, vous voyez que la formation basée sur la technologie, sur l'industrialisation, pour atteindre le développement, est plus qu'indispensable. Cela va nous amener au développement durable d'un pays. Alors, vous allez me poser la question de savoir quel type d'industrie il nous faut. Regardez encore une fois derrière. Tous les pays qu'on appelle pays industrialisés ou pays développés, les États-Unis d'Amérique, la Chine, le Canada, l'Italie, le Japon et j'en passe, ce sont les pays qui ont d'abord des industries métallurgiques, industries sidérurgiques, industrie automobile, industrie de chimie et industrie pharmaceutique. Donc, quand nous avons ces industries sur place, nous allons former les gens, par exemple, pour faire des routes. Regardez l'exemple quand le président Tshisekedi vient avec le programme de 100 jours. Juste pour faire les sauts de moutons. Ça a pris combien de temps? Donc, la formation que nos amis avaient eue, c'était des formations des Belges, pas adaptées au système actuel. Le Sénégal. Le Sénégal, avec Abdoulaye Wade,
au Dakar, ils ont créé des sauts de moutons et des échangeurs terribles, puisque leur formation a été adaptée à la mondialisation, aux besoins actuels. En Zambie, la même chose. Ils sont en train de faire des routes eux-mêmes. Vous ne verrez pas un blanc là-bas. Chez nous, pour faire des routes, il faut recourir aux Chinois. Il faut recourir aux Japonais. Mais nous avons la matière, nous avons la population. Et la population n'attend que la bonne formation adaptée. Des routes qu'on fait actuellement aux États-Unis, en Europe, au Canada. Donc c'est une route, quand on l'a fait aujourd'hui, après macadamiser seulement aujourd'hui le matin, après-midi, il y a des véhicules qui y passent. Mais chez nous, quand on ferme pendant une année, une petite route ou bien un petit tronçon là. Mais qu'est-ce que ça? Donc la technologie n'est pas appropriée. Aujourd'hui, on fait la route aujourd'hui, donc on ferme pendant un certain moment pour faire des bitonnages. Etc. Dès qu'on termine, on met le goudron au-dessus. Après-midi, les véhicules passent. Mais chez nous, on va garder ça pendant une année pour attendre qu'on vienne inaugurer ça. Non, come on. Je pense qu'il est plus que temps qu'on pense à ce jour comment on peut développer ce pays-là, en commençant par le changement de la formation scolaire. Regardez dans les écoles secondaires. Nous avons beaucoup de sections qui n'ont rien à faire avec le développement. Regardez dans nos universités, il y a beaucoup de facultés qui ne sont pas nécessaires pour le développement. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas nécessaires pour la vie, pour le développement actuellement. On peut en avoir besoin un peu plus tard. Tous ces gens-là qui sont formés dans ce système, on a besoin de tout le monde. Mais actuellement, là, il faudrait beaucoup donner l'accent sur l'industrialisation de la RDC. Et vous allez maintenant me poser la question, bon, quand vous dites qu'il faudrait changer ou bien revoir la formation de nos écoles, où est-ce qu'on aura la ressource humaine? Nous en avons plein à gogo. Nous avons la diaspora, comme je vous ai cité le cas du Japon, de la Chine, de l'Inde, d'autres pays qui se sont développés rapidement. Ils avaient leurs enfants. Même aujourd'hui, quand vous venez ici aux États-Unis, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'Asiatiques dans les universités. Et la plupart d'entre eux, après avoir appris, puisque le pays a créé des conditions vivables, acceptables, ils rentrent chez eux, on leur donne de l'emploi, ils contribuent à industrialiser leur pays d'origine, bien qu'ils aient été formés ici aux États-Unis. Mais pourquoi le Congo ne peut pas le faire? Au lieu de se battre, oh non, les diasporas, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Et nous avons l'expérience. Personne ne peut être exclu puisque le pays est encore vierge, il faut développer le pays, et la diaspora, et les gens qui sont localement au pays. Mais ceux qui sont de la diaspora ont eu la chance d'étudier dans des universités où il y a des programmes appropriés pour la technologie de l'heure. Donc, cherchez à ce que ces gens-là reviennent au pays, à la seule condition, vous créez des conditions acceptables de santé, de salaire, de logement, d'éducation pour leurs enfants, bien entendu. Alors, ils viendront travailler, former ceux qui sont formables au pays, puisqu'il y a quand même, on ne peut pas dire que les universités sont mauvaises, bien que le programme n'est pas adapté. Alors, ils vont travailler avec la nouvelle technologie, des nouvelles idées, la nouvelle génie. Alors, quand ces gens-là vont se mettre ensemble, eh bien, croyez-moi, le pays va se développer. Comment ce pays va se développer? Pas non plus avec les investisseurs. Un investisseur, c'est un commerçant, il vient, il crée l'emploi. J'ai vu dans le Katanga là-bas, les Chinois, ils viennent, ce ne sont pas les engins comme les engins qu'on voyait de la Gécamine pour l'exploitation. Ce sont des petites machines, une fois qu'ils partent, ça se désintègre. On a vu du temps de Kasumbalé ça avec Musoshi, avec les Japonais. Quand ils devraient partir, ils ont pris tous les engins, ils ont mis dans un trou, ils ont enseveli ça et ils sont partis. Mais si ce sont les Banamboka, ce sont les gens, les Congolais à qui vous avez donné des confiances, vous avez donné des conditions vivables, des conditions de prospérité économique, des conditions d'investir eux-mêmes dans le pays. Ils iront où? Ils n'ont que le Congo comme pays. S'ils ont la machinerie resterait là-bas et ce sera comme ici où vous voyez par exemple Peter et Sam, Tel et Sam. Donc c'est-à-dire c'est familial. Ou bien vous voyez certains grands magasins ici, Associates, donc les associés. Et donner ces conditions-là aux Congolais, ils sont capables de développer ces Congos-là sans vraiment se référer à ces gens que vous appelez
les investisseurs. Les Congolais peuvent investir là-bas si vous créez des conditions acceptables d'investissement et créer aussi les sources de financement. Ils sont capables. Ils ont étudié, et au pays et à l'extérieur. Donc, le gouvernement ne peut pas se précipiter à nous amener des investisseurs, puisque sa mission n'est pas de créer seulement de l'emploi, mais de créer des conditions susceptibles à investir au Congo en donnant la priorité aux autochtones. C'est ce que font tout le monde ici. Vous allez en Europe, au Canada, en Belgique, en Chine, on commence d'abord par favoriser les autochtones. Même en Zambie. Même en Zambie, on le fait actuellement. Donc, quand vous allez là-bas, vous créez l'emploi, on vous dit que votre adjoint sera un Zambien. Il apprend de vous, dès que vous partez, il prend le relève. Merci, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez sur la voie de la démocratie congolaise dans son émission 26 sur 54, c'est-à-dire 26 provinces de la RDC et 54 pays d'Afrique. Au micro, c'était votre serviteur de tout le temps, Don Kayembe. Don Kayembe vous a tenu compagnie dans sa réflexion du jour. Et maintenant, nous allons passer à un intervenant. Nous allons tenter d'appeler quelqu'un qui va faire une intervention dans la sociologie. Merci et nous continuons notre émission. Ne quittez pas. Donc, vous êtes sur la voie de la démocratie congolaise Panorama d'Afrique. 26 sur 54, 26 provinces de la RDC et 54 pays d'Afrique. Donc, apparemment, alors Donc, Kayembe. Président Jean-Marie Kabemba, vous êtes en direct sur la voie de la démocratie congolaise. Je sais que je viens de vous surprendre. Faire attention, les gens vous suivent. Nous sommes en direct avec beaucoup de gens qui sont connectés. Je voudrais parler un tout petit peu avec vous, juste quelques minutes. Je sais que vous n'êtes pas trop disponible. Qu'on parle un peu de la RDC, et surtout de la sociologie, monsieur Jean-Marie. On a constaté qu'il y a beaucoup de gens ici en Occident, surtout les jeunes gens qui ne se marient pas à temps, mais qui se marient quand même, contrairement à ceux qui sont au pays. Qu'est-ce que vous pensez qui devrait être le frein au développement ou bien au mariage autant utile pour nos jeunes? Bon, il y a un problème d'abord dans les cadres sociologiques, parce que les jeunes sont ils sont au milieu des deux cultures, la culture africaine et la culture européenne et américaine. Tout à fait. Ces deux choses ne se marient pas. La façon dont on se marie chez nous, c'est pas de la même façon que les gens doivent se marier ici. C'est ça. D'abord, chez nous, il y a un peu un respect mutuel et une attirance sociologique chez nous. Correct. Par rapport à ici. Ici, les gens sont très solitaires. Et si tu regardes très bien les femmes ici, ils sont très solitaires et eux aussi subissent l'influence du milieu auquel ils sont en train de vivre. Ce qui fait que c'est un grand frein pour le mariage. C'est-à-dire, les femmes se comportent comme ils veulent, ils sont têtus, et les hommes disent que c'est pas probable que ton puisse se marier avant, c'est un mot de tête. Et les hommes fuient. Et pour trouver qu'il y a un bon mariage ici, c'est-à-dire, d'abord c'est difficile, et il faut étudier la fille, ses parents connaissent ce qu'ils sont en train de faire, et souvent, les filles sont en train de forcer le mariage à cause de mauvais comportement. Exact. Tu vois ça? C'est un grand frein. Donc, une fois que tu baratines ici, tu parles avec elle, il trouve intérêt et se colle. Elle fait tout pour qu'elle soit grosse, pour que tu la prennes. Oh là là. Et beaucoup de gens ici, ils évitent ça, d'aborder les filles ici. Pourquoi? Parce que les filles se comportent comme des hommes dans la maison. Exact. Et voilà. Exact. Donc, quand tu es dans les fiançailles ou bien dans les pourparlers, elle fait semblant et tout ça. Une fois qu'il est à la maison. Il y a l'hypocrisie, vous voulez dire, pendant les fiançailles. Il y a une grande hypocrisie. Et puis, bon, avant que je vous laisse partir, il y a d'autres qui disent que aller se marier au pays, amener la femme ici, c'est encore amener des casse-têtes encore. Est-ce vrai ça? Bon, ça peut être très vrai, pas tellement vrai. Pourquoi? Parce que les femmes ici sont très petites. Les gens ont peur de dire que ils vont amener la fille ici, de chez nous, et elle arrive ici, elle va subir l'influence des autres ici, elle sera entêtée. Mais ça, c'est pas tellement une raison, parce que les filles de chez nous ont une autre éducation. À moins que la fille ait déraillé avant. Vous voyez ça? Oui. Mais sinon, c'est pas une raison de dire, quand on l'amène, c'est amener beaucoup de problèmes. Le problème, c'est que la fille de chez nous, elle est éduquée, elle est fille de la maison. C'est ça. Elle a la cuisine.
Tu ne verras pas la fille de chez nous s'asseoir avec son mari au salon pendant que son mari cause avec ses amis. Non, et là, la fille. Ça ne se fait pas souvent. Ça ne se fait pas souvent. Mais quand vous dites, Ça, c'est mon opinion. quand vous dites qu'il y a l'influence là, est-ce que l'influence des gens qui étaient ici avant, vous ne voyez pas que ça peut vraiment, surtout quand elle commence à travailler, elle voit que j'ai un salaire et le salaire l'amène à l'indépendance, donc elle sent qu'elle n'a pas besoin de vous. D'abord, le système ici est mal conçu parce que les femmes sont autorités. On donne beaucoup de pouvoir aux femmes. Exact. Même si toi, homme, tu as raison, tu ne peux pas avoir raison devant la femme. Même si c'est la femme qui est en tort, c'est toi, on va sortir dehors. Voilà, c'est ça. Alors maintenant, quel conseil vous donnez aux jeunes qui hésitent de se marier à cause des femmes, de jeunes filles qui sont têtues? Les jeunes, moi, je leur demanderais de garder notre culture, garder la culture africaine, plutôt que de venir se mêler dans les cultures ici. Tu es chez toi, parle à ta fille, avant, dans les fiançailles, tu dis ce que tu veux que la femme soit chez toi. Tu donnes des conseils à ta femme, tu l'apprends parce que les fiançailles, c'est une période d'apprentissage où vous apprenez, où vous étudiez des caractères. Parce que vous étudiez les deux caractères différents. C'est-à-dire, tu dois bien parler à ta femme, à ta fiancée, ton fiancé, c'est que toi tu veux, vous parlez, vous échangez des choses. Et quand vous vous échangez, c'est-à-dire, vous devez avoir un compromis quelque part. Et si tu vois que le compromis ne marche pas là, il ne faut pas t'engager. Mais est-ce que vous ne voyez pas que les parents, ils sont aussi responsables dans ce pays-ci quand vous avez des jeunes filles qui vont à l'université, les papas ne savent plus contrôler leurs enfants et ça devient un problème aussi. C'est pourquoi je dis, les parents, une fois qu'on est ici, on est mis devant une situation difficile parce que les comportements sociologiques ici, les différents de chez nous. Bon, il y a des papas aussi qui sont plus vite influençables quand les filles à l'université, quand la fille termine, et à l'université, elle se voit qu'elle est finie et elle est arrivée pendant qu'elle n'est pas encore arrivée. Exact. C'est-à-dire les parents ont une responsabilité d'apprendre à leurs enfants, bien qu'elles soient majeures, bien sûr, qu'elle ait le temps de décision, mais apprenez à la femme, à la fille du livre qui est africaine. Il ne faut pas perdre notre culture. Et la plupart des fois, c'est parce que la culture est perdue. C'est pourquoi les filles se perdent aussi. Mais alors, si cette culture est bafouée, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela soit normal encore? Bon, normalement, il est peut-être facile de faire ça, selon moi, dans les cadres communautaires, c'est-à-dire organiser des colloques, des débats, des séminaires de formation, peut-être des échanges dans les pique-niques pour faire revenir les gens. Parce que les gens sont perdus. Okay. Les Africains sont perdus. Exact. Est-ce que vous et aussi, les églises ont une part de grande responsabilité dans l'éducation de la masse. Les églises africaines. Parce que l'éducation est restée maintenant au niveau de l'église. Si la famille a raté, et l'État a raté, l'église, c'est ça son travail. Il doit mener les gens dans la voie. Mais quand vous parlez des églises, vous voyez qu'il y a une multitude de pasteurs congolais, mais c'est dans la communauté congolaise où il y a encore beaucoup plus de problèmes. Est-ce que l'église a échoué? Je ne sais pas exactement, il a échoué. Ça, c'est moi. Il a échoué. Il ne joue pas son rôle. Alors, qu'est-ce que vous conseillez à ces pasteurs-là? Ils doivent rentrer à la source, revenir. Normalement, d'après la logique des choses, c'est quoi? Oui. Nous qui sommes venus ici, disons l'exemple des Congolais, nous devrions nous intégrer d'abord, avant de venir ici. Tu te mets dans un coin, au moins je fais il faut me dire, non, intègre-toi d'abord, et vous avez l'église que tu as trouvé. C'est ça. Tu vois? Mais là, il vient, il fait son petit coin là, il parle, et tout ça. Et il se perd, c'est un petit business. Tu comprends? Alors, c'est un problème très sérieux qu'il faudrait résoudre au niveau communautaire. C'est un problème très sérieux, qu'il faudrait résoudre dans la communauté et l'Église aussi. Il joue un grand rôle. Mais alors, quand vous dites que l'Église a échoué, puisque la plupart des pasteurs, ici, on ne devient pas pasteur comme chez nous, vous réveillez le matin, vous devenez pasteur. Ici, vous devez avoir une certaine formation. S'ils ont échoué aujourd'hui ici, qu'est-ce qui pourrait être à la source de leur échec de jouer leur jeu, dans leur rôle sociologique dans des communautés différentes? Quand les pasteurs viennent ici, tous sont pauvres, ils n'ont pas l'argent, ils viennent chercher un refuge. Et j'ai de l'argent, un peu à manger, une belle vie. Alors, le temps de pouvoir donner un message qu'il faut pour redresser les gens, il se met à faire autre chose qui n'est pas convenable. Exact. Ça, c'est selon moi.
Non, ça, vous avez... J'ai eu l'expérience. Oui, oui, non, connaissant que vous êtes dans la communauté, vous avez beaucoup aidé aussi des gens à se réconcilier. Je sais de quelle capacité vous avez, donc c'est pourquoi j'ai pensé à vous poser quelques questions. Je sais que vous êtes dans des conditions un peu difficiles, vous êtes au travail, alors c'est pas, je ne saurais pas vous prendre beaucoup de temps. Mais avant de vous laisser partir, M. Jamari, je vous rappelle que vous êtes sur la voie de la démocratie congolaise, Parlement d'Afrique, dans son émission 26 sur 54, c'est-à-dire 26 provinces de la RDC et 54 pays d'Afrique. Avant de vous laisser partir, quel est le mot de la fin que vous pouvez donner aux Congolais qui vous suivent à cet instant? D'abord, à l'AODC, j'encourage l'AODC de faire mieux son travail et de mieux continuer sur le même angle et surtout d'éviter des petites histoires inutiles là, des gens qui vous forcent n'importe quoi, qui vous écrivent n'importe quoi. Ça n'édifie pas. À la population congolaise, je leur demandé de garder la culture congolaise. Même Jésus il avait un chez lui. Il avait gardé la culture de chez eux. Donc c'est très important, au lieu de quitter chez eux, de revenir ici et s'embourber avec des choses qui ne marchent pas avec notre culture. C'est ce qui nous a détruits. En tout cas, grand merci, M. Jamari. Je vous appelle immédiatement après. On va parler hors mission, puisque je voulais à tout prix, je vous ai appelé plusieurs fois et je ne voulais pas vous m'avez appelé aussi, je ne voulais pas vous prendre avant que je ne vous surprenne dans une émission. Bon, maintenant, on a ouvert. Alors, je vous rappelle immédiatement après, quand je veux clôturer l'émission, on va parler. Merci beaucoup, M. Jamari, et toutes les bonnes choses. Hein. Merci à tout le monde. Merci. Ok, merci. Alors, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, vous êtes sur la VDC. Donc la VDC, c'est-à-dire la voie de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique. Nous croyons que cette émission vous a édifié un tout petit peu. Nous sommes tout prêts et toujours disponibles à vous rendre service. C'était Don Kayembe de Priyanke City. Et en attendant, ciao. Démocratie congolaise. Émission ya solo, actualité Fanda. Radio Télé, la voix de la démocratie congolaise. Panorama, tribune de la diaspora. Toujours l'écolo. Tolanda biso nyonso, Tolanda. Moya, la radio. C'est moi, Elie Ange de Lumière, l'artiste. La radio, télé la voix de la démocratie congolaise. Radio la VDC Panorama d'Afrique. Radio télévision sur l'internet. Kumba Mina Don Kayembe depuis New York.